L'association La Lanterne Magique fête les 20 ans de son festival de cinéma jeune public du 4 au 6 mai. L'occasion de braquer nos projecteurs sur une association qui est en haut de l'affiche, c'est Cosmo Réunionnais. Et le paradoxe, c'est que je ne sais pas qui je reçois. Alors, on va commencer par là. On va vous renseigner tout de suite. Oui. Donc, nous appartenons à l'association de la Lanterne Magique. Alors ça, je sais qui je reçois. Voilà. Je dis le nom des personnes que je Alors, reçois. moi, c'est Catherine Le Gagneur. Et, Catherine Le Gagneur. Le Gagneur. Voilà. Et Cyrielle Jaché. Voilà, ça j'avais noté, Ça, vous effectivement. aviez noté. Ça, je l'avais noté parce que c'est le seul nom qu'on m'a envoyé. Hein. Oui, oui. On n'a pas envoyé le vôtre, hein. Vous pouvez lui en vouloir. Hein. Elle a envoyé que Non, mais moi, que je le suis sien. bénévole. Ah, mais il n'y a pas de raison. Alors, du 4 au 6 mai, donc ça se passe où ? Alors, ça se passe, donc c'est un festival de cinéma jeune public qui se passe tous les ans à Saint-Denis. Là, cette année, on a le plaisir de fêter les 20 ans de l'événement. Donc, c'est un festival, en fait, qui se passe en plusieurs temps et dans différents lieux. On aura une ouverture le 4 mai à l'ancien hôtel de ville. Et ensuite, tout le week-end, les 5 et 6 mai, sont partagés entre des projections au Ciné La Case et un village marmaille qui s'implante au Square La Bourdonnais avec des animations, des ateliers autour du cinéma et des projections en plein air le soir. Voilà. Donc, c'est différents lieux, voilà, à différentes dates. Et c'est justement sur ce point qu'il faut insister, c'est-à-dire que c'est 2 lieux, mais en fait, c'est un seul festival. Donc, on va au cinéma, au Ciné La Case, et on va faire les ateliers, s'amuser, regarder d'autres choses sur le Square La Bourdonnais. Donc, normalement, si vous voulez, avant, on avait au cinéma La Case, et puis on était sur le Square Le Comte de Lille. Sauf que cette année, le Square Le Comte de Lille est en réparation, donc nous avons dû déménager vers le Square La Bourdonnais. Mais c'est pas très loin, et donc voilà, c'est un ensemble, festival. C'est un ensemble, et c'est pas que ça, puisqu'on a déjà des séances scolaires qui vont commencer dès cette semaine au Ciné La Case. Et on a un événement aussi qui aura en amont du festival le jeudi 3 mai, qu'on a le plaisir vraiment de mettre en place en partenariat avec l'agence Film Réunion. Puisque cette année, comme c'est les 20 ans, on a voulu faire les choses en grand. Donc on accueille des musiciens, des jazzmen qui vont venir faire un ciné-concert et un atelier musique de film. Et grâce à l'agence Film Réunion, le jeudi 3 mai au MOCA, on a une rencontre entre des collèges, des lycées et nos 2 invités, voilà, qui pourront, donc les collégiens et les lycéens, pourront découvrir le ciné-concert, pourront découvrir l'atelier musique de film. Voilà, donc ça, ce sera le jeudi 3 mai. Et pour la première fois aussi, à l'occasion de ces 20 ans, on délocalise le festival Ciné Marmaille à Saint-Benoît le mercredi 9 mai avec des projections. Voilà, donc c'est un temps fort à Saint-Denis et après des actions aussi à Saint-Benoît. Alors, je vais essayer de recommencer depuis le début parce que je vous ai écouté et bravo pour le débit de parole. Hein. si vous êtes payé au mot, vous serez riche rapidement. La question, c'était d'abord, comment est né ce festival ? Comment il est ? Comment est né le festival ? Comment est né le festival ? Le festival Ciné Marmaille, c'est une idée au départ de la municipalité de Saint-Denis, il y a longtemps, et ça s'appelait Cinéville. Et puis après, comme la Lanterne Magique prenait plus de place dans le monde du spectacle du cinéma, le nom a changé et c'est devenu le Festival Ciné Marmaille. Et comment ça a progressé ? Quel était l'objectif au départ ? Qu'est-ce qu'il fallait montrer ? Qu'est-ce qu'il fallait proposer aux enfants ? Et comment a évolué l'offre ? C'est-à-dire que la Lanterne Magique, au départ, c'est une association d'éducation à l'image. Donc, ça s'adresse au jeune public, même au très jeune public, puisque nous avons des films à partir de 2 ans, ce qui est quand même, on est à peu près les seuls à faire ce niveau d'âge. Et donc, dans le cadre de l'éducation à l'image, si vous voulez, on a 2 grandes directions. On a une direction qui se passe dans le milieu scolaire, avec beaucoup d'interventions, surtout entre midi et 2, dans la zone méridienne, comme on dit maintenant, avec des ateliers, avec une approche du cinéma, avec les élèves. Et puis, la deuxième direction, c'est une direction de programmation et de projection. Alors, on a plusieurs directions aussi là. On a la projection de documentaires d'auteurs qu'on ne voit plus ailleurs. Et puis, surtout, le cinéma jeune public. Et donc, Ciné Marmaille, c'est notre, si vous voulez, action phare concernant le jeune public.
Alors évidemment, c'est un discours que vous devez entendre beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que les subventions vers les associations diminuent et donc nous sommes passés d'un festival qui durait une semaine à un festival qui dure un week-end. Mais nous essayons d'être aussi parfaits sur 3 jours que sur 8. Et l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que c'est de défendre un cinéma. On parle beaucoup de cinéma d'auteur pour les adultes. Il y a aussi un cinéma de qualité pour les enfants, en dehors des circuits commerciaux, et des grosses productions. Et c'est le choix de Cinéma Maille, c'est aussi de montrer ces films un petit peu plus confidentiels, mais qui sont tout aussi intéressants, autant au niveau de la forme qu'au niveau du message. Message véhiculé. Alors, avant qu'on parle du programme et qu'on parle, on va dire ce que les enfants vont voir pendant ces 3 jours et ce qu'ils vont faire aussi, une chose sur laquelle je voudrais revenir, et la question est pour vous deux, l'éducation à l'image. Aujourd'hui, ça prend tout son sens parce que les NTIC ont pris une place importante dans la vie des enfants. L'éducation à l'image, c'est l'éducation à l'écran ou c'est l'éducation à l'image en dehors je dirais, des diffusions? Mais c'est-à-dire qu'on travaille sur les 2 aspects. Il y a l'éducation sur l'image, parce qu'ils regardent des images, ils analysent des images, mais il y a aussi tout le travail en amont, puisqu'ils fabriquent des films. Donc c'est une autre approche aussi du cinéma, c'est-à-dire qu'on voit comment on peut fabriquer une image. Et c'est très important, parce que sinon, si vous recevez sans savoir en amont comment c'est fabriqué, ça pose un problème. Justement, on va faire la liaison avec la transition avec vos ateliers. Pendant ces ateliers, est-ce qu'ils auront leur smartphone, ils auront une caméra, on leur apprendra à faire un petit cadrage, un gros plan, un plan moyen, un panorama? Est-ce que ce sont des éléments que vous allez aborder dans les ateliers que vous allez faire? Oui, alors on a différents types d'ateliers, mais effectivement, je rebondis sur ce que disait Catherine. L'idée, c'est que à travers ces ateliers, c'est une éducation aux images, et c'est que les enfants se rendent compte que l'image est effectivement fabriquée pour passer d'une attitude qui va être passive, uniquement de réception, à une attitude active où on est capable aussi de critiquer, de voir comment l'image est fabriquée, etc. Et donc, c'est une des missions de la Lanterne Magique. Et pendant ces ateliers, donc effectivement, c'est des ateliers qui sont quand même assez ludiques. L'idée, c'est de s'amuser, avant tout. Et ils vont découvrir différents aspects du cinéma. Donc ça va être un atelier, par exemple, maquillage d'effets spéciaux, où là, on va se rendre compte que vraiment le cinéma, c'est de la fabrication, que quand il y a des blessures, etc., c'est fabriqué, c'est du faux, en fait. Ils vont avoir des ateliers jouets optiques où ils vont découvrir un petit peu les origines du cinéma. Des ateliers de réalisation où là, effectivement, ils vont aborder la notion de cadrage, la notion de plan avec un professionnel du cinéma qui va les aider à faire un petit film. Voilà, c'est aborder aussi plein de notions, toutes ces notions qui font le cinéma. Entre l'image et le message, est-ce que vous aurez le temps de leur expliquer un petit peu comment se servir d'une image pour faire passer un message? C'est eux qui vont le découvrir, parce qu'ils auront le message à faire passer, et comme ils vont du début jusqu'à la fin, ils vont voir comment le message ou l'histoire qu'ils veulent raconter, ou le petit moment qu'ils veulent raconter, comment il est reçu, déjà par eux, ensuite par les adultes qui sont autour, les autres enfants qui sont autour. Donc oui, ils sont pris justement dans cette perspective. Comment on fait pour montrer à la fin ce qu'on veut montrer au début? On veut faire passer quelque chose, et quel est le meilleur moyen, effectivement, de le filmer pour le faire passer? Donc, il y a les 2 choses. Ils vont voir des images et ils vont apprendre à déceler dans l'image le vrai, du faux, le message, etc. Et ils vont aussi, eux, fabriquer. Donc, vous voyez, ils sont sur les 2 aspects du problème. Est-ce qu'il y aura une un atelier sur la photographie, histoire de leur parler de ce qui est l'argentique Pas cette année. Non, pas cette année, non. Pas cette année. Non, parce que le budget ne permet pas. Voilà. Alors, on va regarder le programme, puisqu'on a déjà dépassé 10 minutes de discussion.
qu'est-ce que les enfants vont voir, donc quel est le programme et combien ça coûte au fait pour entrer à chaque séance? Il y a 2 tarifs pour les projections en salle. Ouais. C'est 5 € le tarif normal et c'est 3 € pour les adhérents. Donc c'est le moment d'adhérer avant le début du festival. J'en profite. Et sinon les projections plein air sont gratuites. L'ouverture avec le ciné-concert est gratuit et les ateliers sont à 5 € chaque atelier. Voilà. Toute la journée. Oui, et les projections en plein air se font sur un très grand écran appartenant à la lanterne magique, un écran géant qui est très impressionnant. Alors, on va essayer de décortiquer le programme, on va essayer de vous dire un petit peu ce qui vous attend. Alors, je vous laisse me donner faites le programme. Et donc le coup d'envoi sera lancé officiellement avec l'ouverture le vendredi 4 mai au soir, qui sera le premier vendredi soir des vacances en fait, donc à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Et là, on aura nos 2 invités qu'on accueillera, nos 2 musiciens Laurent Marode et Nicolas Thomas, qui ouvriront le festival avec leur ciné-concert. Donc ils vont jouer en direct sur des épisodes de la série Minuscule, La vie privée des insectes, voilà. Donc c'est un spectacle, avant tout, un spectacle cinématographique, musical, drôle et qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans. Oui. Voilà. Et ensuite, on aura tout un week-end avec des films, donc ce qu'on disait tout à l'heure, des films à partir de 2-3 ans, plutôt le matin, pour correspondre au rythme des enfants. On poursuivra en matinée avec des films à partir de 5-6 ans et les films pour les adolescents en début d'après-midi. En soirée, on a privilégié des films familiaux qui iront un petit peu pour toute la famille. Alors, au programme, donc, Wallace et Gromit, donc ça c'est samedi à 10h30. C'est ça. Zombielenium, c'est à 14h, donc ça c'est plus pour les adolescents. C'est ça. Et j'allais dire, Édouard aux mains d'argent à 20h, c'est pas un peu... Même si c'est Johnny Depp avec ses longues lames au bout des doigts, ce n'est pas un peu... violent? Non, il est pas du tout violent, il est plutôt... Oui, mais ça c'est parce que vous êtes sous les charmes de Johnny Depp, c'est pareil. Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent, il est pas... oui. Mais bon, c'est pas trop la question, mais non, justement, et on est exactement dans cette idée-là, c'est-à-dire que l'après-midi, les enfants découvrent un atelier maquillage effets spéciaux, et le soir, ils découvrent Édouard aux mains d'argent, où justement, ils se rendent compte qu'on est dans la construction et dans le faux, en fait. Alors, ça n'empêche qu'ils se laisseront complètement emportés par cette histoire. C'est une histoire qui peut avoir un côté un petit peu sombre, mais qui correspondra vraiment aux enfants à partir de 7 ans, en revanche. L'objectif, c'est de permettre de dire aux enfants, regardez ce film, mais ne le regardez pas comme un téléspectateur qui regarde vraiment dedans, mais d'essayer de voir un petit peu le dialogue, de voir un petit peu comment ça a été conçu, de voir un peu les trucages numériques, c'est ça? Oui, mais en fait, parce que pour répondre à votre question tout à l'heure concernant l'analyse des films qui vont être présentés, par exemple à Zombielenium, on a la chance d'avoir une équipe du studio Pipangaï qui viendra analyser, puisque vous savez que c'est... Zombielenium est lié avec le studio Pipangaï de Lillois. Et donc, on aura un animateur qui viendra discuter avec les spectateurs du film qu'ils viennent de voir, justement dans cette optique. D'accord. Après, il y a 2 choses, c'est-à-dire que vous pointiez le fait que ça pouvait être un film un petit peu sombre. Je pense qu'il faut rappeler aux parents qu'il y a des âges pour découvrir les films et qu'effectivement, Édouard aux mains d'argent, c'est un film à découvrir pour le découvrir bien et au mieux à partir de 7 ans. On ne va pas placer un enfant de 3-4 ans devant Édouard aux mains d'argent parce qu'il va passer à côté et qu'il ne sera pas encore en âge de bien le recevoir. Voilà, je voulais rappeler ça parce que ça me semble important. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on ne demande pas aux enfants, quand ils regardent un film, de regarder ça. Avant tout, c'est un moment de cinéma, il faut qu'ils se laissent aller à découvrir un film avant tout. Après, ils auront le temps d'en reparler avec leurs parents en sortant, etc. Mais c'est avant tout vivre un moment de cinéma en famille. D'accord, on va juste rappeler que parmi les autres films à voir, donc il y a Un conte
peut en cacher un autre, c'est donc le Cristal, donc c'est à Saint-Benoît. Alors celui-là, il passera au Lacaze et il passera à Saint-Benoît aussi. Oui. D'accord. À la découverte du monde également, c'est le mercredi 9 mai toujours. Sean le mouton, bon, tout le monde connaît. Lou et Lille aux sirènes. Pat et Matt déménage. Des trésors plein ma poche. Ça, ce sont donc les titres qui seront donc distribués donc, pendant cette... C'est 20 ans, oui. Et donc, tout le programme, en fait, est disponible. Oui, pardon. Excusez-moi. Votre caméra qui est ici. La caméra est là, voilà. Donc, tout le programme, en fait, est déjà disponible dans de nombreux lieux. Et sur le site de la Lanterne Magique. On va juste dire 2 mots sur les ateliers. Donc, les ateliers, il va y avoir atelier de... Je vous écoute. Atelier maquillage, effets spéciaux. Atelier réalisation, alors quand on parle de réalisation, c'est de faire un petit film, bien sûr. Musique de film, jeu optique, musique et bruitage, conte musical, atelier créatif. On va tourner autour de tout ce qui est donc décor, habillé, costume, maquillage, effets spéciaux, tout ça. C'est ce que montrer un petit peu aux enfants un petit peu tout ça. Quel est l'objectif de votre démarche ? C'est montrer les coulisses du cinéma. Voilà, et qui participe pendant des moments qui vont être ludiques, pendant des moments où ils vont jouer, en fait, ils vont s'amuser, découvrir l'envers du décor et qu'est-ce que c'est que le cinéma, quoi. Avec cette année, vraiment particulièrement, la bande-son avec la musique du film et les 2 musiciens qui sont extraordinaires, qui viennent sur le festival. C'est ça. Donc Laurent Marode et Nicolas Thomas, qui sont réputés pour faire des ateliers. Et il y a une dernière chose, mais allez-y, il nous reste 3 minutes. Une dernière chose, donc, j'en profite parce que c'est juste à côté, qui est le prix Cinéma Armaille, qui est un prix que la Lanterne Magique remet en jeu chaque année et qui a pour but de mettre en valeur aussi les productions cinématographiques que font les enfants, donc soit en amateur ou soit accompagnés d'un professionnel, d'un enseignant, d'un professionnel de la vidéo. Voilà, donc les enfants nous envoient leurs films. Là, on en a reçu une dizaine. Oui. Et on a un jury composé de professionnels d'Elsa Damani, Jean-Marc Lacaze et Armand Dauphin qui délibéreront et qui remettront le prix Cinéma Armaille lors de la clôture le 6 mai. Ces films sont faits dans quel cadre ? Ces films peuvent être faits soit en amateur, soit à l'école, par exemple, sur un temps d'atelier, un mercredi après-midi. Voilà, ça peut vraiment être sur différents temps. Le temps de chaque film ? Le temps, il ne faut pas que ça excède, il me semble que c'est 13 minutes. 13 minutes, oui, il me semble. 13 minutes de film, ouais. Et c'est encore ouvert d'ailleurs, hein, là on sera... Là, disons que s'il y a des enfants qui nous écoutent et qui veulent nous envoyer leurs films, ils peuvent les envoyer encore... Jusqu'à si l'émission passe après, c'est ça le problème. On va dire d'ici jeudi, mais... Ouais, mais là, l'émission, elle passe après. Vous serez prêt à l'envoyer jeudi. Comme quoi. Voilà. Alors, la question est et je vais terminer là-dessus. Généralement, combien d'enfants participent à cet événement ? Généralement, ça touche à peu près 3000 enfants. Mais bon, je vous dis, comme maintenant, le budget temps, c'est surtout le temps qui... puisqu'on est passé d'une semaine à 3 jours. Donc, mais généralement, justement, peut-être faut-il aussi prévenir qu'il est important de réserver pour les films. Il y a un lieu pour réserver, parce que si vous arrivez au cinéma que c'est plein, il vaut mieux réserver. Pas sur les ateliers. Les ateliers, de toute façon, tout est ouvert. Et quoique, non, cette année, il y a aussi une inscription pour les ateliers. Il faut réserver aussi. Parce que sinon, on a aussi... D'accord, on a fait les 20 minutes finalement. Je pensais que j'aurais pris 1 minute pour lancer mon sujet, mais tant pis, en tout cas, merci. On peut juste dire une dernière petite chose. J'y prends goût. Hein. Oui. Non, c'est l'occasion aussi de remercier les partenaires qui nous suivent chaque année, la ville de Saint-Denis, la région, le département, la FR cette année. Et les partenaires qui nous soutiennent et qui se sont rajoutés, l'agence Film Réunion, effectivement, l'association Sunny Side Up qui permet la venue des musiciens. Voilà, c'est des partenaires qu'on est heureux d'avoir avec nous. Merci à vous, merci Gertrude. Merci donc Cyrielle, donc de l'association La Lanterne Magique qui organise donc pour ses 20 ans son festival de cinéma jeune public du 4 au 6 mai en espérant que vous soyez
tous au rendez-vous. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact et à réserver, parce que les places seront peut-être un peu chères cette année, vu que le temps a été restreint. On va juste continuer, nous, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais c'est quand même des petits films qu'ils ont fait. Les étudiants, c'était pour la promotion touristique de la Réunion. Il y a eu des récompenses, et il y a eu aussi quelqu'un qui a été récompensé pour sa thèse sur le tourisme. Je disais tout à l'heure que l'IUT, donc le tourisme de l'IAE, de la Réunion, a récompensé ses étudiants pour leur travail audiovisuel et promotionnel. C'était il y a quelques jours. Et lors de cette soirée, le Club Tourisme de la Réunion, par la voix de sa présidente Sophie Dorville, a remis un prix à Didier Dallot, directeur d'une agence de tourisme d'aventure, pour sa thèse. Écoutez. Sur notre association, le Club du Tourisme regroupe environ 80 professionnels du tourisme de la Réunion, tous issus de secteurs économiques différents. On peut avoir de l'hébergement, de la restauration, des loisirs culturels, sportifs, agences de voyage, compagnies aériennes. Les missions qu'on s'est données sont triples. D'une part, de former un réseau, un club, on échange, on partage. Nous sommes aussi force de proposition auprès des acteurs touristiques, institutionnels et privés. Et puis nous menons des actions, comme en 2017, un salon du tourisme qui a été mené en décembre 2017. Donc ces 4 points ont permis de noter les 3 mémoires, et la meilleure note a donc été attribuée à Didier Dallot, qui a obtenu la moyenne de 16,5 sur 20 à ce mémoire. Donc Didier, je te félicite, je te remets ton trophée du Club du Tourisme. Cette thèse qui est récompensée ce soir, qu'est-ce que vous avez essayé de dire à travers cette thèse ? Alors, le vrai terme, c'était un mémoire de master, et ce que j'ai voulu simplement dire, c'est que notre île, la Réunion, a un potentiel de développement économique important qui n'est pas encore forcément bien mis en avant. Donc on a joué sur pas mal de choses, et notamment sur ce que les touristes voient lorsqu'ils voient la Réunion, du moins ressentent à travers leurs émotions et leurs sensations. On est de plus en plus sur un phénomène qu'on appelle le tourisme expérientiel pour les expériences qu'on ramène ensuite de ces vacances. Il y a le constat. Aujourd'hui, quelle évolution vous proposez ? Le constat, pour moi, il est simple, c'est qu'on a encore un énorme potentiel qui n'est pas développé, surtout lorsqu'on analyse tout ce qui se fait un peu dans d'autres pays au niveau du tourisme qui sont bien en avance par rapport à nous. À La Réunion, la population, pour moi, elle est déjà expérientielle. Les gens, ils sont super contents de voir cette diversité de couleurs de peau, j'ai envie de dire, de religion. On vit sur une île où on n'a pas de problème avec les différences. Ça, c'est la première chose. Donc, pour moi, toute la population réunionnaise doit être des acteurs du tourisme. Donc ça, il faut également que l'IRT, enfin les acteurs institutionnels, travaillent pour mettre ce côté-là en avant. Ensuite, on a aussi la formation. La formation est hyper importante. Donc il faut absolument qu'on puisse former mieux, je pense, les gens, et quelque part diversifier les différentes formations qu'on peut avoir à La Réunion. Aujourd'hui, dans quel sens vous pensez que le tourisme doit avancer au-delà de l'application des Réunionnais, mais surtout en matière de production de produits? Pour moi, le premier mot qui me vient à la bouche, là, c'est le mot qualité. On doit absolument monter le curseur de cette qualité. Quelle que soit la personne professionnelle qui travaille dans le tourisme, il ne faut pas se contenter à faire juste bien son travail. Aujourd'hui, le consommateur touristique ne se contente pas d'avoir juste du bien. Il veut avoir du mieux. Donc, que ce soit le restaurateur, celui qui transporte les touristes, l'accompagnateur en montagne, le moniteur de plongée, le giteur, j'ai envie de dire, il faut absolument se dire qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là soit super contente de m'avoir connu, d'être venu à La Réunion. Donc, je pense que le curseur qualité, il faut encore le monter. Antoine Franco est comme Icare, il veut sa part de ciel et de soleil, il le veut aller au bout de son dédale de projet. Il peut le faire désormais puisqu'il puise aussi son énergie dans ce qu'il fait. La spiruline, c'est un plus pour l'économie locale. C'est un plus. Bonsoir Antoine Franco. J'allais dire que lorsqu'on déploie ses ailes pour l'économie, on ne s'arrête pas. Passer du parapente à une cyanobactérie qui est à l'origine de la vie sur la Terre il y a 3,7 milliards d'années. L'être humain n'est sur la Terre que depuis 200 000 ans quand même. On salue la personne qui était là à ce moment-là. Donc, la question, Antoine Franco,
Quelle est la définition de la spiruline? C'est une cyanobactérie, une petite algue microscopique. Il y a différentes variétés, il y a au moins 2 variétés connues. Une variété spiralée, d'où le nom de spiruline, et une variété ondulée, la paracas. Elle est à l'origine de la vie parce qu'elle est à l'origine de la photosynthèse. Lorsque la Terre se refroidissait, l'atmosphère était carbonée, eh bien ces algues absorbaient le gaz carbonique, consommaient le carbone et libéraient l'oxygène. Mais la deuxième raison d'être à l'origine de la vie sur la Terre, c'est ce qu'elles contiennent. Elles contiennent des vitamines, elles contiennent des enzymes, elles contiennent des acides aminés, elles contiennent des protéines végétales, elles contiennent des antioxydants, superoxydismutase, phycocyanine. On va rappeler que les antioxydants, c'est surtout bon pour... C'est ce qui permet d'éliminer les méfaits de la combustion de l'oxygène par chacune de nos cellules. La première des choses que j'ai apprises en m'intéressant à la spiruline, c'est pourquoi sommes-nous vivants. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres vivants, mais comme les végétaux, comme les animaux? Eh bien, ce sont nos 100 000 milliards de cellules, de 300 sortes. Et être vivant, c'est avoir la capacité, tous les jours, que Dieu fait, de remplacer nos cellules qui meurent pratiquement tous les jours par des cellules vivantes pratiquement tous les jours. Et ça, grâce à 3 choses. L'oxygène, l'eau et les nutriments, c'est-à-dire vitamines, enzymes, protéines, minéraux, acides aminés. Et on assiste depuis maintenant une bonne trentaine d'années, une quête d'une nourriture beaucoup plus, soit protéinée, soit plus d'éléments, je dirais, plus médicinaux. Et on le voit, on l'a vu avec les algues qui sont arrivées dans l'alimentation asiatique. On le voit aujourd'hui avec la spiruline qui, je dirais, accompagne aussi bien les quinoa, les produits, je dirais, alimentaires qui sont plus pour la forme que pour l'alimentation. Aujourd'hui, qu'est-ce que la spiruline apporte au corps humain? Eh bien, ce qu'elle contient, c'est-à-dire, je le répète, des vitamines, pratiquement presque toutes les vitamines, sauf une qu'elle n'a pas. C'est la vitamine C. Mais rien n'est plus facile pour apporter à son organisme de la vitamine C. On presse un citron, on presse une orange, on prend du jus de goyavier, on prend de la cyruline, la cirola. Ouais. Il y a plein de choses qui apportent la vitamine C. Et la vitamine C apportée à la spiruline va aider l'organisme à mieux assimiler les minéraux et en particulier le fer. Alors, les vertus de la spiruline sont connues et elles ne sont pas contestées. Par contre, le problème de la spiruline, c'est qu'elle ne se conserve pas. Dans son bassin de culture, elle a un pH élevé, entre 10 et 11. Alors, juste un petit, pour rappeler aux gens, c'est quoi le pH? Alors, le pH, c'est le taux d'alcalinité. Un produit est soit acide, soit alcalin. Et c'est une échelle de 0 à 14. Oui. L'être humain, les êtres vivants, consomment avec un pH neutre, 7,35, 7,45. Donc, la spiruline, quand on la prend dans le bassin, on la consomme, on a une très bonne petite dysenterie. Pourquoi? Parce qu'il faut la rincer pour ramener son pH de 10-11 à 7. Alors, quel est l'avantage pour la spiruline dans son bassin de culture ou à l'état sauvage d'un pH de 10 à 11? Eh bien, c'est que cette bactérie résiste aux autres bactéries. Par contre, quand on la rince, on lui enlève cette capacité de se prémunir contre les bactéries. Et à la température ambiante, à La Réunion, mais dans les endroits où on cultive la spiruline, 30 degrés, eh bien, les bactéries ont rapidement fait un cas, comme on fait un cas de la viande, comme on fait un cas du poisson, comme on fait un cas des fruits et légumes, et de la bactérie. Donc, la problématique, depuis 80 ans que la spiruline a été redécouverte et produite à travers le monde, par de nombreux pays, on la sèche. Oui. À basse température pour essayer d'enlever le moins possible vitamines, enzymes, protéines. Moi, ma chance, c'est que j'ai consommé la spiruline vivante dès le début. Et ça m'a été très bénéfique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas la faire consommer vivante? Pourquoi altérer un produit naturel? Parce qu'il y a un problème de conservation, donc de commercialisation. Eh bien, réfléchissons. Comment pourrait-on la faire consommer vivante? Il y a 2 cas. La morue. Comment la faisait-on de Terre-Neuve? La faisait-on consommer en Europe?
en la salant. Mais si on sale la spiruline, qui elle-même est produite dans des bassins avec un taux de salinité de 17%. Le sel et le sucre, vous le savez, vous l'avez souvent dit, vous l'avez souvent expliqué à vos auditeurs, n'est pas très très bon, c'est pas des produits très très bons pour la santé lorsqu'on en use trop, lorsqu'on en consomme trop. Et on en consomme trop, tous, collectivement. Donc, en la congelant, c'est une manière de conserver. Aujourd'hui, les navires qui pêchent congèlent à bord, oui, tout à fait. de façon efficace pour tout conserver et tout préserver. Et bien voilà, on congèle. Tout est transformé sur place. La question sur la congélation, il faut congeler la spiruline à quel degré pour la maintenir vivante? Moins 20 degrés. Ça suffit. Moins d'un degré. Alors, la congélation a comme objectif, non pas d'éliminer les bactéries, objectif de la pasteurisation. On pasteurise un produit pour tuer les bactéries. Mais ensuite, comme on a tué aussi les vitamines, on le revitaminise, mais avec de la vitamine de synthèse. Vitamine que l'organisme n'assimile pas au mieux. En congelant, on freine simplement le développement bactérien. On empêche le développement finalement, bactérien. aujourd'hui, pour avoir visité une petite usine de spiruline, on va les recueillir. Bon, c'est dans des grands bassins. J'espère que vous avez encore ces images dans la tête. On les fait naître dans les grands bassins, on les fait pousser dans les grands bassins, si on peut dire ça. Ouais. Après, on récupère la spiruline. On les compacte un peu pour pouvoir on en fait une pâte. Voilà, une pâte. On la presse pour en faire une pâte. On enlève une partie de l'eau. On la presse pour en faire une pâte. Et cette pâte, on en fait soit des spaghettis, soit on en fait des comprimés. D'accord. Et surtout, très important, il faut une méthode pour la sécher. Alors, il y a les séchoirs. Alors, dans certains pays, on utilise le soleil, c'est le séchoir du soleil. Sinon, on utilise les séchoirs avec une source de chaleur qu'on ventile. Et on sèche. Mais nous, c'est fini. Nous ne faisons plus sécher notre spiruline. Soit nous la congelons, soit nous la conservons vivante. Mais je vous disais tout à l'heure, elle ne se conserve pas. Ah oui, mais quel est le produit à La Réunion, mais partout dans le monde, qui peut conserver, qui ne se dégrade pas avec la température ambiante? Quel est le produit naturel, sain aussi, très bon, et qui n'a pas les défauts du sucre? Eh bien, c'est le miel. D'accord. Un pot de confiture de grenade, de goyavier, de confiture de cerises, de n'importe quoi. En 3 jours, moisi. Oui. Et les bactéries l'attaquent. Un pot de miel, 3 ans après, même à 30 degrés, il n'a pas bougé. Eh bien, c'est à partir de ce constat qu'on s'est dit, et si le miel conservait la spiruline vivante? Ben oui, elle le conserve. Mais, là encore, en utilisant le froid. Mais le froid positif, 4-6 degrés. D'accord. Alors, la méthode à froid dans tout ce qui est alimentation est de ne pas briser les cellules des produits. Tout à fait. Parce que si vous brisez la cellule, ce qu'elle contient se libère. Ouais. Et la spiruline contient un liquide extraordinaire, un liquide bleu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'algue bleue, alors qu'elle est verte. Elle est verte parce qu'elle contient de la chlorophylle. Mais on l'appelle algue bleue à cause de la phycocyanine. Ce produit, d'ailleurs, que certains producteurs mondiaux de spiruline extraient de la spiruline pour la vendre à part, parce qu'elle vaut beaucoup plus cher. D'accord. Elle a un caractère, elle est puissamment antioxydante, et si elle est puissamment antioxydante, elle éliminera les radicaux libres qui sont à l'origine des maladies, mais elle limitera aussi le développement cancéreux. D'accord. C'est important. Alors aujourd'hui, donc vous avez le procédé, utiliser le miel, le froid, faire en sorte de garder vivant la spiruline. Et comment se fait la consommation par l'usager? Alors, en règle générale, ça se fait plutôt le matin. Pourquoi? Parce que le rôle de la spiruline, c'est d'aider votre organisme à produire plus de globules rouges. Nous, pour les sportifs, l'intérêt. Plus on produit de globules rouges, plus on fait circuler d'oxygène, plus on est capable de brûler de l'oxygène, donc de dégager de l'énergie. Mais comme on a aussi, la spiruline aussi apporte des éléments pour amplifier le nombre de cellules tueuses qui tueront le surplus de radicaux libres qu'on va générer. Les équilibres s'opèrent. Mais deuxièmement, elle va amplifier la capacité de votre organisme à produire des globules blancs.
Tout le monde sait que les globules blancs, c'est lutter contre les virus et les microbes. Oui, le globule blanc, c'est un des éléments essentiels donc, du système immunitaire humain. Et elle renforce la capacité de votre organisme à produire les fameuses cellules tueuses, ces cellules tueuses de radicaux libres. Donc, ce qui veut dire que votre produit interviendra donc sur la moelle osseuse. Elle intervient sur tout l'organisme parce que dans l'estomac et dans les intestins... Pour les globules blancs, c'est la moelle osseuse. Oui, mais dans l'estomac et dans les intestins, oui. Hop, votre organisme, pas vous, pas nous de façon consciente, c'est votre organisme qui va prendre dans ce que vous lui apportez, dans l'aspirine que vous lui apportez, ce dont il a besoin en priorité. C'est un processus de fonctionnement naturel. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ce produit est, j'allais dire, au moins, peut-être pas reconnu, mais est-ce que la médecine aujourd'hui là-dessus a un point de vue? Est-ce que vous êtes allé chercher le point de vue d'un nutritionniste, par exemple? Alors justement, il y a quand même, à travers le monde, ce qu'on ne peut pas nier, c'est ce que contient la spiruline. Tout à fait. Ça, il suffit de l'analyser et on voit de quoi elle est constituée. Ce qui est davantage nié, c'est les effets que ça peut avoir sur l'organisme. Et vous savez, quand vous faites des tonnes de spiruline en comprimés, en paillettes, en poudre, en gélules, et que vous la commercialisez depuis 80 ans à des prix qui sont importants, élevés, et qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. D'accord ? Même si le fait de les avoir ou séchés ou pasteurisés en ont réduit un peu l'efficacité, ça reste quand même un produit qui a une certaine efficacité. Oui. La preuve, c'est qu'à travers le monde, on préconise la spiruline pour lutter contre la malnutrition en Afrique, Madagascar. Mais on utilise la spiruline pour lutter contre les effets des radiations nucléaires. Fukushima, le kiosque qui est fait à Tchernobyl par une équipe humaine, on leur a mis en place une ferme de spiruline parce qu'on s'était rendu compte à la première phase que les conséquences sur les êtres humains, c'était des cancers de la thyroïde. La thyroïde, d'accord. Voilà. Donc, on n'a pas attendu. Les ouvriers qui travaillent sur la deuxième chape de béton, on leur a d'abord fait en place une ferme de spiruline et ils consomment régulièrement de la spiruline. D'accord. Parce que, vous voyez, c'est la preuve qu'on reconnaît les effets. Mais on ne la consomme pas vivante. Et c'est ça qui est dommage. Oui, mais peut-être parce que personne n'a pas trouvé le procédé pour éliminer le côté, l'aspect... La congélation, c'est vieux comme le monde. Hein. La salaison, c'était vieux comme le monde. Hein. La congélation, maintenant, il y a des entreprises réunionnaises qui pêchent dans le canal du Mozambique, qui utilisent des procédés de congélation qui conservent toutes les vertus, toutes les propriétés nutritives du produit vivant. Oui, on le voit aujourd'hui, c'est un élément important, que ce soit dans les sirops, que j'ai pu voir ça, le sirop à froid, on voit aussi éviter de briser les cellules des éléments. Et surtout leur enlever une partie de leur contenu, les vitamines et les enzymes. Et donc, vous arrivez donc à maintenir le produit comme s'il était sorti de son bac à l'instant, et quand ils vont le prendre, il aura donc toutes ses vertus médicinales. Alors, vous voyez, on le fait dissoudre, une petite plaquette, hein, pas épaisse, parce que si ça avait été trop épais, à la congélation ou à la décongélation, ça brisait les cellules et ça libérait son contenu, dont la phycocyanine. On va juste montrer le sachet. Donc, ce que vous voyez dedans, c'est la spiruline. C'est pas du brai de manioc pilé, c'est de la spiruline. Donc, voilà. Alors, chaque matin, on consomme soit un demi-carreau, c'est 9 petits carreaux, on brise, avant de couvrir, on coupe la thermosoudure, on dézippe, et chaque matin, on prend soit un demi-carreau, 2,7 g, soit un carreau entier, 5,5 g, selon les besoins. D'accord. Alors, selon les besoins, comment on sait ce qu'on a besoin? Ça, c'est le côté un petit peu... Parce que la question... Moi, il y a 6 ans que... Les gens prennent de la spiruline un petit peu comme ils prendraient un peu d'énergie pour se sentir bien le matin déjà pour partir et pour tenir la journée. Dans leur tête, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, quand je te parlais tout à l'heure de quinoa, de blé, de riz, de l'autre, il y a une recherche d'alimentation énergétique. Bien sûr. Alors, j'ai pas dit protéines, j'ai dit énergétique. C'est de la spiruline pure, mais conservé vivante grâce à du miel, il y a spirumiel, c'est spiruline et miel, mais il y a spirumiel baobab.
on lui ajoute de la poudre bio de baobab pour lui apporter la vitamine C qu'elle n'a pas. Donc on apporte à notre organisme tout ce dont il a, dont nos cellules ont besoin. D'accord. Il faut juste rappeler que le baobab a d'autres vertus que la vitamine C. Et que c'est aujourd'hui un produit qui est pris par certaines personnes pour la vitalité, pour la santé. Ensuite, vous avez le spirucurcumiel. On ajoute de la mère de curcuma bio avec du poivre pour que on assimile la curcumine. L'organisme assimile la curcumine, et la curcumine, aujourd'hui, est reconnue par le monde médical, par le monde scientifique, par les cancérologues. Il y a un vrai débat là-dessus. Il y a une vraie polémique là-dessus. Certains disent que le curcuma ne fait rien. Et j'ai déjà même vu ça. Je ne sais pas si c'est un fake ou c'est vraiment de faire d'aller contre le curcuma, mais c'est entre ceux qui disent que c'est vraiment un produit très complet et vraiment très, très puissant, et ceux qui disent le contraire. Alors la position d'Antoine Franco ? Moi je consomme ma spiruline quelquefois avec du spirucurcumiel, le plus souvent la spiruline pure, que je fais fondre dans un jus de citron pressé. Parce que le citron a aussi des antioxydants et apporte la vitamine C. Moi, c'est ma vie, c'est mes 6 ans. J'ai 73 ans, j'ai fait 3 ans de chimiothérapie, j'en suis pas mort. Et j'espère ne pas en mourir. Mourir de vieillesse comme tout le monde, tranquillement dans mon lit peut-être, dans mon sommeil, ça serait merveilleux. Mais je constate que depuis maintenant 9 ans, 6 ans que je consomme la spiruline, 9 ans que j'ai attaqué une chimiothérapie, écoutez, je me sens en pleine forme. Moi, on peut me dire ce qu'on veut, Moi, un nutritionniste qui dit que la spiruline qui a été pasteurisée reste efficace, c'est son propos. J'en doute un peu. Et en doutant, je préfère consommer vivant. Voilà. Alors, comment ça va se faire à La Réunion ? Comment va être commercialisés vos produits sur La Réunion ? D'abord, mon objectif... Il nous reste 3 minutes. Vous vous souvenez, ce combat pour le prix du billet d'avion ? Oui. Combien c'était important le prix du billet d'avion et combien la continuité territoriale était importante pour qu'un Réunionnais soit français pleinement et européen pleinement. Aujourd'hui, mon combat, c'est la santé, c'est le mieux-être. Oui. C'est consommer des produits sains. Je ne fais pas que de la spiruline vivante, congelée. Je fais aussi des tomates anciennes, avec les semences de cocopelli, sans pesticides, sans fongicides, avec les coccinelles. Je fais des aromatiques, des braids en hydroponie. On va faire de l'aquaponie. Vous en avez parlé avec Sébastien Lagrange de Marla, qui a un extraordinaire projet. Eh bien, moi, mon projet, c'est de dire aux gens, mais produisez-la, votre spiruline. Spiruline pour tous. Cultivez chez vous votre spiruline comme vous seriez tenté de cultiver un peu vos tomates, vos haricots verts ou pommes de terre. Voilà l'idée. Pour les particuliers, mais aussi pour les éleveurs d'animaux d'alimentation humaine. Pas le gros éleveur qui travaille avec Urcopa, Sanders, non. Le petit éleveur qui a quelques poules, qui vend quelques œufs, qui vend quelques poules, qu'il consomme de la spiruline et qu'il la fasse consommer ses animaux. Hier et samedi, il y avait les animaux de compagnie, là, les chiens. Mais j'ai soigné ma chienne qui avait été victime de la tique. D'accord ? Je l'ai soignée avec un peu des antibiotiques que me donnait le vétérinaire, mais avec beaucoup de spiruline. Et ça a très bien marché. D'accord. Donc, éleveurs d'animaux d'alimentation humaine, vous savez, la leucose dont on parle, les vaches allaitantes. Leucose bovine. Pourquoi pas tester l'effet de la spiruline sur les animaux ? D'accord. Moi, j'ai un vétérinaire à la retraite maintenant, mais qui consomme ma spiruline congelée et qui sait qu'effectivement, faire consommer de la spiruline comme il en consomme lui-même à des animaux, ce ne serait pas du tout une mauvaise chose. On aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion aussi de revenir sur vos tomates et vos... Ça, c'est ma fille, ça. Avec la main verte, c'est ma fille, Jennifer. D'accord. Moi, la main verte... On aura l'occasion donc d'en reparler, Antoine Franco. Merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion au frigo pour vous et au congèle pour vous. D'accord. La meilleure façon de s'assurer de quelque chose, c'est de le tester.
Eh ben voilà. Merci Antoine. Gismi, vous allez tester la spiruline vivante. D'accord. Si je suis pas là demain, vous saurez ce qui va se passer. Et vous allez pouvoir savoir si ça vous intéresse de produire votre spiruline. Merci Antoine Franco, merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion de se revoir. En tout cas, et puis c'est un plaisir de se revoir. La Réunion est là. Merci. Restez avec nous. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris toutes ces informations comme il se doit. On va juste remercier la technique. Merci à François, merci à Lalaine pour leur collaboration toujours efficace. Moi, je vous dis tout simplement, commencez bien votre soirée sur Télé Créole. À demain.